Oui, Madame la Présidente, ma question s'adresse à Franck Riester, ministre du Gouvernement, qui nous dit la vérité sur la réforme des retraites. Les privilégiés n'osant plus dire « cela est juste », disent « cela est inévitable », mais l'ordre social actuel est condamné par la conscience collective. Cette phrase, elle est de Jean Jaurès qui, pardon de vous contredire Madame la Présidente, était un socialiste authentique, un républicain conséquent, un député respecté quand il défendait Dreyfus, la laïcité et la première loi sur les retraites ouvrières. C'est cette conscience collective qui s'exprime dans le pays par le rejet massif de votre réforme des retraites. Car voyez-vous, les Français ne vous croient pas. Non, votre réforme n'est pas inévitable. C'est un choix politique, je dirais idéologique, qui fait que pour la première fois pour une réforme des retraites, vous avez décidé de ne pas mettre à contribution les entreprises, mais uniquement de faire porter l'effort sur les seuls salariés. Nous avons toute une palette de solutions pour taxer les superprofits, les dividendes, le patrimoine, les retraites chapeaux, les actions gratuites, pour supprimer les niches sociales jugées inefficaces. Alors vous nous direz, comme l'a fait Gabriel Attal, que nous taxons. Mais c'est pour mieux faire oublier votre obsession qui est exonérons. Nous vous disons partagez. Entendez le gouverneur de la Banque de France qui exhorte à ce qu'on arrête la course à la baisse d'impôts au nom de la solidarité. Vous voulez une solution? En 2030, avec vos propres hypothèses, il y aura un excédent de l'assurance chômage de 20 milliards d'euros et un déficit de l'assurance retraite de 15 milliards d'euros. Vous ne pensez pas qu'on pourrait compenser et éviter cet impôt de 2 ans sur la vie sur l'ensemble de nos concitoyens? Votre deuxième postulat, c'est de faire travailler plus pour produire plus. Mais que faites-vous de tous ces retraités qui participent à la vie sociale du pays? Vous allez retirer 2 années de retraités pour la garde des enfants. Merci. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Merci Madame la Présidente. Il y a un débat sur les retraites qui dure depuis maintenant plusieurs jours et c'est l'occasion de répondre à des questions récurrentes. Monsieur Guedj, nous aurons, je crois, dans quelques heures, quelques minutes peut-être, l'occasion de terminer l'examen de l'article 2 du projet de loi après 10 jours et d'ouvrir une discussion sur un certain nombre d'amendements que vous présentez comme autant de solutions alternatives au financement des retraites. Mais à y regarder de plus près, que proposez-vous? Nous avons un déficit qui est structurel. 12 milliards et demi par an dès 2027, c'est demain. Nous avons un déficit de 13 milliards et demi par an en 2030, de 20 milliards en 2035, de 25 en 2040. Si nous ne faisons rien, je l'ai dit, je le répète, ce sont 150 milliards de déficit accumulés sur les 10 ans qui viennent. Et vous nous dites, taxez les super-profits. Faites en sorte que la recette exceptionnelle d'une année, soit la solution à la dépense structurelle d'une décennie. Ça ne tient tout simplement pas la route. Ça ne tient pas la route et ça n'est pas sérieux. Et vous nous reprochez finalement de vouloir financer le système de retraite par le recours au travail. Mais admettez avec moi que nous sommes peut-être allés à bonne école. L'augmentation de la durée de cotisation de 42 à 43 ans. Qui l'a voté? C'est vous, c'est moi. En 2013, au début du quinquennat de François Hollande. C'est ça aussi la réalité de la réforme que nous mettons en place. Vous me dites, monsieur Guedj, que vous ne l'avez pas voté, c'est vrai. Vous étiez déjà dans le camp de la fronde. Vous savez, la fronde, c'est ce qui va éviter cette majorité. Parce que justement, ceux qui ont connu la fronde savent qu'il n'y a rien de pire pour fracturer une majorité et condamner à l'impuissance politique celles et ceux qui y sont confrontés. Je terminerai par un mot, monsieur Guedj, parce que nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Vous avez ouvert votre question par une citation de Jaurès, elle est belle. Mais c'est aussi une formidable mise en abîme sur la nouvelle infédération dont vous faites preuve. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Santé. Monsieur le Ministre, selon une étude de Santé publique France publiée hier, la hausse du nombre de personnes souffrant de troubles dépressifs dans notre pays est sans précédent depuis 2017. Cette hausse, plus qu'inquiétante évidemment, est notamment majeure chez les jeunes adultes. La population étudiante déprimée a doublé en 10 ans pour atteindre aujourd'hui plus de 20%, mais aussi chez les adolescents, 58% d'augmentation des passages aux urgences chez les 11-17 ans pour des troubles dépressifs ou suicidaires. On connaît parfaitement les raisons de cette tendance: isolement dû au confinement, angoisse générée par la crise climatique, la précarité croissante, la guerre, etc. Le budget total, Monsieur le Ministre, consacré à la santé mentale en France avoisine les 110 milliards d'euros. Sur cette somme, la part consacrée à la pédopsychiatrie est de
1,5 milliard d'euros, c'est-à-dire un chiffre marginal, bien loin des immenses besoins nécessaires pour faire face à la situation. Les délais d'attente, qui peuvent aller jusqu'à 2 ans, sont tout simplement inacceptables pour des petits ou des adolescents souffrant de graves troubles du développement. Un exemple, monsieur le ministre. Un des centres de l'établissement public de santé mentale de la métropole lilloise a vu 7 pédopsychiatres quitter leurs fonctions ces derniers mois. 7, c'est-à-dire tous. Et la direction refuse de recruter pour les remplacer tous, sous prétexte que ce serait, je cite, contre-productif. Tout adulte qui souffre de troubles mentaux a vu les premiers symptômes se développer avant l'âge de 14 ans. C'est dire l'importance d'une politique qui puisse véritablement anticiper ces phénomènes pour que nous n'ayons pas à les subir collectivement. C'est dire l'importance et surtout l'extrême urgence d'adapter les moyens dérisoires aux besoins immenses. Qu'envisagez-vous donc à court terme, monsieur le ministre, pour faire face à cette situation? Merci. La parole est à monsieur François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vico, bien entendu, nous partageons au gouvernement votre préoccupation sur la santé mentale de nos jeunes concitoyens et avec la ministre Charlotte Caubel, nous sommes particulièrement attentifs et avons regardé de façon très fine les résultats dont vous parlez. Je peux même malheureusement en rajouter puisque nous constatons dans les suites de cette crise Covid une explosion de suicides et de tentatives de suicide, particulièrement chez les jeunes filles entre 11 et 13 ans, sans pour autant que l'explication soit si simple et que nous puissions avoir comme cela des facilités de traitement de ce problème. Alors, vous demandez ce que nous faisons. Eh bien, nous continuons à agir sur les structures qui sont en place, en continuant à les développer, en renforçant les CMP, en continuant le développement des maisons des adolescents, au moins une par département, voire même en développant des dispositifs de allées verts, comme j'ai pu le constater lors d'un CNR Santé avec le président de la République près de Poitiers, avec un bus qui se déplace pour aller voir les jeunes et les adolescents au plus près de leur lieu de domicile. Je rajoute également la mise en place et le déploiement, l'augmentation d'activité du numéro d'appel suicide 3114. Si on considère le dispositif Mon Psy également, je tiens à vous préciser que ce sont plus de 300 000 consultations qui ont été faites, avec une part importante chez les hommes, 25% sont mineurs, les femmes 15%. Nous continuons ce déploiement et enfin, comme je m'y étais engagé, les assises de la santé de l'enfant et de l'adolescent qui sont en cours, qui rendront leurs conclusions au printemps, ont un chapitre qui est entièrement dédié à la santé mentale de l'enfant, sur lequel nous construirons la feuille de route du gouvernement pour les années à venir. Monsieur le Président, chers collègues, Madame la Première ministre, jeudi dernier, sur la proposition du groupe socialiste, l'Assemblée nationale s'est prononcée par 205 voix pour et 1 contre en faveur de la nationalisation d'EDF et de l'incessibilité de son capital détenu par l'État. EDF ne pourrait donc plus être démantelé, livré au marché à la découpe. Et parce que les filets de sécurité que vous avez mis en place sont très insuffisants pour sauver les entreprises, souvent artisanales comme les boulangeries, le texte leur permettrait à toutes d'accéder aux tarifs régulés. Courageusement, les députés du parti gouvernemental ont quitté l'hémicycle au moment du vote de ce texte, ce qui en dit long, d'abord, sur leur respect de la démocratie parlementaire. Mais plus profondément encore, Madame la Première ministre, cette attitude est le reflet de l'impensé politique du gouvernement à l'égard de votre projet industriel pour EDF, comme de vos objectifs concrets de réforme du marché de l'électricité dans l'intérêt général des Français et de toutes nos entreprises. Madame la Première ministre, si ce texte qui est maintenant sur le bureau du Sénat ne vous convient pas, quelles sont vos propositions alternatives pour EDF? Comment entendez-vous répondre immédiatement aux difficultés de beaucoup d'entreprises dont l'existence est en jeu et les dirigeants, avec leurs salariés, dans un grand désarroi? Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, monsieur Bruno Le Maire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Franck Montaugé, je vais vous dire le fond de ma conviction sur ce texte. Je ne vois pas ce qu'il rapporte, mais je vois très bien ce qu'il coûte. 18 milliards d'euros. Je ne vois pas ce qu'il rapporte parce que nous avons engagé
la prise de participation d'EDF par l'État à hauteur de 100%, que nous détenons au moment où je vous parle 96% des titres. Donc je ne vois pas à quoi ça sert de faire un texte de loi pour nationaliser EDF, alors que l'État va avoir 100% des titres d'ici quelques semaines et que nous en avons déjà 96%. Alors vous me dites, c'est le projet Hercule, vous allez vouloir démanteler EDF, mais dans quelle langue faudra-t-il dire et répéter que le projet Hercule est mort et enterré et que nous voulons préserver l'unité d'EDF? Pourquoi voulez-vous que nous reprenions les titres d'EDF et maîtriser à 100% cette entreprise pour en faire un grand service public si c'était pour démanteler derrière l'entreprise? Cela n'aurait absolument aucun sens. Je veux que les choses soient claires et entendues. Quant à ce qu'elle coûte, 18 milliards d'euros, moi je veux bien qu'on étende, comme le propose cette proposition de loi, l'ensemble des tarifs réguliers d'électricité, non seulement aux très petites entreprises, mais aussi aux PME, mais aussi aux entreprises de taille intermédiaire comme vous le proposez, c'est-à-dire quasiment tout le tissu économique français pour 18 milliards d'euros. Est-ce que vous croyez sérieusement, monsieur le sénateur, que toutes les entreprises françaises ont besoin que 18 milliards d'euros d'argent public, du contribuable, soient mis à contribution pour les soutenir face à la crise de l'électricité? Je pense que c'est tout simplement un gigantesque gaspillage d'argent public. Vous dites toujours que nous en faisons trop pour les entreprises. Eh bien là, je peux vous dire que ce serait infiniment trop et tout simplement du gaspillage d'argent public. Nous allons prendre le contrôle à 100% d'EDF, demander à EDF de remettre en état les réacteurs nucléaires qui doivent l'être, s'engager totalement sur la construction de 6 nouveaux EPR, maintenir l'unité du groupe EDF. Voilà la feuille de route qui a été fixée au nouveau président d'EDF. Quant à la réforme du marché européen de l'énergie, là je vous rejoins, nous livrons cette bataille avec la Première ministre, nous la gagnerons pour que nos compatriotes payent l'énergie nucléaire au prix de l'électricité nucléaire. Monsieur Montaugé. Oui, monsieur le ministre, vous n'avez pas vraiment répondu à la question relativement à l'organisation de l'entreprise EDF. Ça fait des mois que les ministres en charge nous bercent de paroles lénifiantes et que rien ne se profile comme mesure un tant soit peu efficace en France et en Europe. Ce qui est ici en question, c'est la capacité du président de la République et de votre gouvernement à peser sur la réforme du marché de l'électricité dans l'Union européenne. L'entreprise nationale EDF doit être au cœur de la reconquête de la souveraineté économique française et le groupe socialiste du Sénat soutiendra le texte de Philippe Brun. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. La mobilisation de samedi dernier contre votre injuste et inutile réforme des retraites fut une grande réussite. Elle a permis à de nombreux Français de dire pacifiquement, sereinement et avec détermination leur opposition résolue. Cette mobilisation a d'ailleurs été très forte dans les villes moyennes, comme par exemple Lens, Boulogne ou Saint-Paul-sur-Ternoise dans le Pas-de-Calais. Et qu'entend-on dans les cortèges auprès de populations dont c'est parfois la première mobilisation? On parle de Dupri, Madame la Première ministre, avec comme illustration la promesse que vous avez faite pendant des semaines, bien que vous vous en défendiez aujourd'hui, d'un minimum de pension de retraite à 1 200 €. Les Français ont compris votre opération d'illusionniste. Il n'y aura pas de pension à 1 200 €, sauf pour une très faible minorité de personnes. Dupri également sur la situation des femmes qui sont les principales victimes de votre réforme, tout comme les catégories populaires ayant commencé à travailler tôt. Votre gouvernement est décidément toujours doux avec les puissants et dur avec les plus fragiles. Le président de la République, le gouvernement et sa majorité de circonstances sont hélas totalement sourds au mouvement social sans précédent qui traverse notre pays. Face aux syndicats, le gouvernement a agité le spectre des blocages à la veille des vacances pour tenter de retourner l'opinion. Mais c'est bel et bien le président de la République, le gouvernement et sa majorité qui bloquent le pays. Quelles seraient les conséquences si votre néfaste projet suivait son cours sans tenir compte de son rejet très majoritaire dans le pays? Et quand allez-vous enfin prendre la seule et unique décision susceptible d'apaiser le pays, le retrait de votre projet de réforme et l'ouverture de véritables négociations avec les partenaires sociaux? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge du renouveau démocratique, monsieur Olivier Véran. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice, merci pour votre question assez générale finalement sur la réforme des retraites, par laquelle on sent poindre la contestation légitime de votre camp face à une réforme qui vise à équilibrer dans la durée un système par répartition en demandant, c'est vrai, un effort aux Français via une augmentation progressive de la durée de travail tout au long de la carrière. Madame la sénatrice,
On peut dire ce qu'on veut de la réforme. Vous êtes libre de le faire, et vous l'avez fait. Madame la sénatrice, il y a des mesures de justice et de progrès dans cette réforme comme il n'y en avait pas eu dans les réformes des retraites précédentes. Parmi lesquelles, cette mesure sur le minimum retraite qui va permettre à 1,8 million de retraités actuels d'avoir une majoration de leur pension de retraite, souvent des petites retraites, nous pourrions nous en réjouir, et qui permettra à près de 200 000 nouveaux retraités chaque année de partir aussi avec un peu plus d'argent. Ça sera 30, 50, 60, 70 ou 100 euros par mois de plus en fonction de la durée de cotisation et en fonction du niveau de revenu tout au long de la carrière, ce que la Première ministre avait déjà annoncé lors de sa conférence de presse inaugurale. Madame la sénatrice, hier, l'Assemblée nationale, légitime évidemment dans son exercice, a décidé de rejeter à la majorité l'article 2 du projet de loi. C'est un article qui visait à mettre en place et qui vise à mettre en place un index senior. Vous aurez à en débattre prochainement au Sénat. C'est un article qui vise à faire régresser les inégalités et les injustices qui voient trop de seniors quitter leur emploi contraints et forcés par leurs employeurs parce qu'ils sont justement seniors alors qu'ils ont énormément à apporter à l'entreprise et à notre pays. Madame la sénatrice, je vous dis ça parce que pendant des semaines, on a entendu des rangs de vos collègues, des rangs de la NUPES à l'Assemblée nationale, nous dire qu'il fallait en faire davantage pour l'emploi des seniors. Et le moment venu, au moment de voter pour un dispositif qui peut-être n'est pas parfait à leurs yeux, mais qui améliore considérablement l'emploi des seniors dans notre pays, ont décidé de s'y opposer. J'espère, Madame la sénatrice, que vous aurez l'occasion bientôt de voter en faveur de cette mesure pour revaloriser les petites retraites pour les Français et que vous serez appuyé cette fois-ci sur le bouton favorable. Je vous remercie. Madame Voneg. Au-delà de la posture et des éléments de langage que vous nous servez et que vous nous resservez, il y a les chiffres, il y a les faits et vous les connaissez parfaitement. Le groupe socialiste, écologiste et républicain restera très mobilisé contre cette réforme, avec responsabilité et dans le respect du débat. Mesdames et messieurs les ministres, écoutez les Français et écoutez les élus. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la préparation de la carte scolaire 2023-2024 se traduit par des suppressions importantes de postes, particulièrement dans le premier degré, comme ça a été relevé tout à l'heure. Dans de nombreux départements, la rentrée sera donc une fois de plus compliquée. En Haute-Vienne, par exemple, de nombreuses fermetures de classes et suppressions de postes sont prévues, alors même que le taux d'encadrement est inférieur à la moyenne nationale. La baisse du nombre d'élèves accueillis ne saurait tout justifier. L'élaboration de la carte scolaire ne peut être dictée par de simples considérations comptables. Monsieur le ministre, l'école publique est en bien mauvais état. Le constat est cruel, mais hélas sans appel dans tous les territoires, ruraux comme urbains, en région comme à Paris, dans le primaire comme dans le secondaire. Des classes sans enseignants pendant plusieurs jours transformées en garderies. Des brigades de remplacement dont les effectifs sont affectés à d'autres missions, des enfants en situation de handicap accueillis sans moyens supplémentaires, c'est-à-dire sans véritable possibilité d'inclusion. Un tel état des lieux justifierait à lui seul un moratoire sur la fermeture de classes. Au-delà de ce moratoire, se pose la question des moyens que nous voulons donner à l'école publique pour assurer l'avenir de nos enfants. Aussi, Monsieur le Ministre, comptez-vous sortir de la logique comptable afin de doter l'éducation nationale des moyens indispensables aux besoins des enfants, des enseignants et des territoires? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Pap Ndiaye. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Briquet. Je ne reviendrai pas sur la question démographique, sauf pour noter que dans votre département, la baisse d'élèves sera de 400 élèves à la rentrée. Je vous rappelle en outre que la préparation des mesures de rentrée est un travail qui commence très en amont et que ce travail comporte plusieurs phases d'échange et de dialogue avant que des décisions définitives soient prises au mois de juin et au mois d'août. Et les décisions définitives ne sont pas encore prises. Avec les DAZEN, les recteurs, les inspecteurs d'académie, nous sommes encore dans cette phase de dialogue et d'échange. Nous fermons des classes, c'est vrai, nous en ouvrons aussi beaucoup. Je suis convaincu comme vous que l'école est un facteur de dynamisation des territoires et ce travail doit être mené, je vous l'accorde, entre les élus locaux et l'éducation nationale. Dans 10 académies aujourd'hui, nous avons créé les territoires éducatifs ruraux qui permettent d'unir les forces de l'éducation nationale
et les collectivités. C'est un programme intéressant parce qu'il permet de construire des projets qui renforcent l'attractivité des territoires. Et je souhaite justement étendre à tous les territoires ruraux ces programmes qui montrent déjà leur efficacité. Enfin, Madame la sénatrice, je me permets de vous faire remarquer à propos des moyens de l'école que l'augmentation de 6,5%, soit 3,7 milliards d'euros, c'est une augmentation conséquente qui va nous permettre de mieux payer les professeurs, par conséquent de pourvoir les postes que nous mettons au concours. C'est exactement ce que vous n'avez pas fait entre 2012 et 2017. Madame Briquet. Monsieur le ministre, la fin de votre réponse est un peu facile, mais les faits sont là. Promouvoir l'égalité des chances, lutter contre les fractures territoriales, émanciper et former de futurs citoyens. Telles sont les missions de notre système éducatif. Monsieur le ministre, notre école va mal. La méthode doit changer. Vous l'avez dit tout à l'heure, tout est question de choix. Et ce n'est pas en supprimant des postes que notre école publique ira mieux.